D'abord, on a entendu à peu près tous les leaders politiques s'exprimer sur ce qui s'est passé en marge des incidents donc du défilé parisien du 1er mai. On vous a pas entendu, vous. Première réaction. Écoutez, monsieur Poivre d'Arvor, si les images sont choquantes, je trouve que les réactions sont extraordinairement exagérées. Pourquoi ? Parce que nous faisons le jeu des casseurs, nous faisons le jeu des violents, nous faisons le jeu des gens qui prennent on parle que de ça. À la fois les médias, les politiques et l'opinion publique en otage. Voilà quoi, 1500 personnes qui sont des extrémistes, des gens pour qui la violence est un objectif et à qui on fait toute la place de l'actualité parce qu'ils ont réussi à détourner, et en ce sens je suis d'accord avec la CGT pour une fois, à détourner les manifestations du 1er mai qui avaient un objet social. Cessons de parler de ces gens-là, condamnons-les. On les a filmés, on les a repérés, un certain nombre ont été identifiés, qu'ils soient condamnés durement. Ils sont suffisamment à avoir été arrêtés d'ailleurs, parce qu'on nous dit qu'ils étaient 1200, 1500. J'y reviens dans un instant, mais d'abord j'aimerais que ceux qui ont été arrêtés et qui pourraient être convaincus de leur violence, de la violence politique, c'est plus grave que tout. C'est essayer d'imposer ses idées aux autres par la violence. En démocratie, c'est le contraire même de la démocratie. Ces gens-là doivent aller en prison et durablement. C'est mon point de vue. Et je vais même vous dire une chose, je suis favorable à ce qu'une loi permette, puisque manifestement les services de police en connaissent un certain nombre, permette de les assigner à résidence lors de ce type de manifestation pour qu'ils restent chez eux et qu'on leur interdise la liberté de manifester. Comme vous savez, il y en a beaucoup qui viennent derrière les frontières. Qu'on les arrête aux frontières, qu'on les assigne à résidence s'ils sont français et s'ils vivent en France. Bref, la liberté de manifester, c'est pour vous, monsieur Poivre d'Arvor, c'est pour moi, c'est pour un militant de la CGT, c'est pour un militant de n'importe quelle formation syndicale ou politique. C'est pas pour ces gens-là. Et ces gens-là doivent être effectivement mis hors d'état de nuire. Soit par la condamnation quand ils ont commis des délits comme on le voit là, soit simplement en leur interdisant de sortir les jours. On l'a fait, vous savez. On l'a déjà fait. On l'a fait pour les hooligans. Ils venaient pas voir un match de foot. Mais là, c'est plus facile, parce qu'on sait, c'est circonscrit à un stade. Eh bien, je pense que dans ce genre de cas, quand la police attend 400 à 800 personnes, et qu'il y en a 1500 qui arrivent, elle en connaît au moins 400 à 800. Donc, elle doit au moins être capable de les identifier. Et si elle ne l'est pas, à ce moment-là, il y aurait problème. Deuxièmement, vous me dites, est-ce qu'on en a arrêté assez ? Moi, je vais pas faire le procès que j'entends contre les forces de l'ordre ou contre, d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Le vrai procès, c'est contre les gens qui ont cherché à tout casser. Qu'ils aient peut-être pas eu assez d'effectifs. C'est ce que disent quelques syndicats. Je veux bien l'entendre. Mais la réalité, c'est qu'on doit d'abord se préoccuper de ceux qui perturbent, nuisent ou veulent détruire la démocratie, plutôt que d'essayer en plus de faire leur jeu en faisant le procès des forces de l'ordre. Parce qu'il y a des gens qui disent, puisqu'il y a toujours des incidents maintenant en marge des manifestations, ne manifestons plus. Eh bien, je suis absolument contre le fait de renoncer à la manifestation. Je suis contre les manifestations qui avaient lieu entre nous. Oui, mais contre l'objet de ces manifestations. Mais ils ont le droit de manifester. Et nous devons nous battre pour qu'ils aient le droit de manifester, y compris en interdisant de sortir de chez eux ou en réduisant à la prison ceux qui veulent utiliser ces manifestations pour détruire la démocratie par la violence. Alors, on a vu aussi des gens dénonçant l'absence de réaction d'Emmanuel Macron pendant cette forte séquence sociale, mais il faut dire que lui, il est très très loin, il est aux antipodes. Il est en Australie et il sera demain en Nouvelle-Calédonie. Édouard Philippe, peut-être, aurait pu être plus présent. Il l'a été aujourd'hui puisqu'il est allé sur place, boulevard de l'Hôpital. Les gens sont sensibles souvent à ces symboles. Il y a peut-être là un manque de symbole. En tout cas, le symbole du chef de l'État qui est loin de France. Il est loin de France parce qu'il est en déplacement en Australie. Il est en train de vendre la France et de vendre des productions françaises, notamment des sous-marins nucléaires qui vont nourrir nos chantiers navals. Et donc, les Français qui travaillent à l'intérieur. Et puis, il va ensuite, c'est un sujet très important, aller en Nouvelle-Calédonie. C'est le sujet de l'année 2018. Personne n'y fait attention. Les gens ne s'en rendent pas compte en métropole, mais c'est le sujet de l'année 2018. Est-ce qu'elle sera indépendante ou pas ? On fait beaucoup de vagues autour de mai 68. Est-ce qu'on se souvient de mai et juin 1988 ? C'était Ouvéa. C'était la fin de la réélection présidentielle de François Mitterrand. Ce sont les accords de Matignon qui permettent de rétablir la paix civile. Et 30 ans après, la Nouvelle-Calédonie va voter pour savoir si oui ou non elle souhaite être indépendante. Tout le monde sait, en fonction du corps électoral, que à 99,9%, la Nouvelle-Calédonie va choisir de rester française. Mais l'histoire n'est pas écrite pour autant. La question, c'est au lendemain du référendum, comment permettre à tous les Français, aux Caldoches, les Blancs, comme aux Kanaks, de vivre ensemble comme ils le font depuis des années. Ils ont réussi pendant 30 ans, il faut poursuivre. Ce que le président de la République va faire là-bas est important. Attention à ce qu'il ne se trompe pas.
Alors, à la CGT et ailleurs, il y a des gens qui disent finalement ces débordements profitent à l'exécutif puisqu'on ne parle que de ça et pas du tout des conflits sociaux. Est-ce que ça veut dire que finalement on est tombé dans une forme de routine, manifestation, grève, bon ça va recommencer là pour la SNCF, etc. Et puis finalement tout le monde s'en sort relativement bien et passe entre les gouttes? Pour raison gardée, faut séparer les choses. D'abord, bon, la logique de la CGT de dire ça profite au gouvernement, non, ça profite à personne, mais c'est vrai que ça nuit au mouvement social. Disons les choses clairement. Maintenant, est-ce que ce mouvement social est légitime? Est-ce que la grève qu'ils ont engagée à la SNCF est légitime? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas d'abord parce que si la SNCF ne se réforme pas, elle mourra. Et tous les Français y perdront, pas seulement les cheminots. Je n'y crois pas parce que aujourd'hui la réforme, elle est finalement assez modeste. Elle prévoit de changer le statut des cheminots, mais pour l'avenir, pas pour les cheminots d'aujourd'hui. Pour ceux qui vont être intégrés par les Et actuels. elle prévoit d'organiser de façon plus souple l'entreprise pour permettre de faire face à une concurrence qui a été décidée sous François Hollande, et à l'époque, il n'y a pas eu de grève de cheminots. Donc il faudrait être un peu cohérent. Il fallait ou empêcher la mise en concurrence, c'était d'ailleurs mon point de vue, mais à partir du moment où François Hollande et les cheminots, sans faire grève, ont accepté la mise en concurrence, maintenant, il faut faire en sorte que la SNCF ne meure pas. Jean-Christophe Lagarde, votre groupe parlementaire à l'Assemblée compte à peu près une trentaine de membres, avec les députés constructifs. Vous êtes donc le 4e groupe le plus important, après La République en Marche. Plus une cinquantaine de sénateurs. Voilà. Et là, je parle que de l'Assemblée. Hein. La République en Marche, les Républicains et le Modem, puis ensuite vous. Là, il est question qu'un député, celui qui a refusé de voter la dernière proposition d'Emmanuel Macron, crée son propre groupe. Vous craignez qu'il y ait 7 ou 8 groupes maintenant à l'Assemblée? Non, moi je ne le crains pas. Simplement, je pense qu'un groupe doit être cohérent. Si, comme je le lis, c'est additionner des gens qui sont dans l'opposition, dans la majorité, qui savent plus où ils sont, qui y étaient, mais qui y seront demain, ou qui sera... Je pense qu'un groupe politique, c'est pour passer un message. Notre groupe politique, il passe un message. Mais est-ce qu'il est suffisamment audible, votre message? Parce que nous essayons, et grâce à vous. Qui sommes-nous? Nous sommes en réalité le rassemblement de ceux qui, de droite progressiste ou du centre, et du centre-droit, veulent que la France réussisse. Et qui disent, quand Emmanuel Macron fait les choses bien, qu'il faut avancer. Et qu'il faut y aller. Et quand il y a des réformes, comme sur le Code du travail, il faut y aller. Et quand il y a des erreurs, comme sur la CSG, il faut les contester. Bref, finalement, représenter tous ces Français comme beaucoup de ceux qui vous écoutent, qui ne jugent pas en bloc, de façon très sectaire, tout est bien ou tout est mal. Non, il y a des bonnes choses, il faut les soutenir. Il y a de mauvaises choses. Et à ce moment-là, il faut les combattre, ne serait-ce que pour les corriger. Lorsque, par exemple, le gouvernement a augmenté la CSG en faisant payer toute la compétitivité française, seulement par les retraités, à ce moment-là, il a créé une injustice. Cette injustice, il faudra la corriger. C'est notre point de vue. Lorsqu'il a décidé de baisser les APL, soi-disant pour faire des économies dans l'État, il a appauvri le logement social, c'est-à-dire les conditions de logement des locataires. Vous voyez, c'est simplement de la... Finalement, ce que nous voulons représenter, c'est à la fois le courage de dire oui et la force de dire non quand il le faut, et c'est la lucidité de faire de la politique autrement. C'est pas ce que nous, les Français, ont demandé en mai 2017 ? Justement, et c'est Emmanuel Macron qui a été élu. S'il y avait à choisir, si une élection se présentait, nouvelle présidentielle, entre Macron et Wauquiez, vous iriez sur Macron ? Très clairement, Laurent Wauquiez est en train de trahir la droite et le centre, de trahir la droite, en tout cas gaulienne, la droite chiracienne ou la droite sarkozyste. Il a commencé d'ailleurs entre les deux tours de l'élection présidentielle lorsqu'il a refusé d'appeler à voter contre Marine Le Pen et pour Emmanuel Macron. Voilà la réalité. Et cette trahison de la droite chiracienne qu'incarne Laurent Wauquiez, de la droite sarkozyste, même Nicolas Sarkozy a appelé à voter pour Emmanuel Macron. C'est quelque chose qui interpelle tous ceux qui, de droite du progrès, ou du centre, veulent continuer à défendre leurs valeurs. Nous ne sommes pas d'accord sur tout avec Emmanuel Macron, mais il y a des choses qu'on peut faire avec lui. Et vous avez bien compris que le calcul de Laurent Wauquiez, c'est plutôt d'essayer de siphonner un peu l'extrême droite. Mais c'est en cela qu'il trahit totalement ce qu'est la droite, puisque l'extrême droite a toujours été la pire ennemie de l'extrême droite. On se souvient de qui essayait d'assassiner le général de Gaulle ? On sait exactement ce qu'est... Vous savez, les mots, parfois, sèment la confusion. L'extrême droite, c'est pas la prolongation de la droite, c'est son contraire. Et Laurent Wauquiez n'a pas compris ça. Et donc, je combats effectivement la vision que Laurent Wauquiez a à notre pays. D'abord parce que, au lieu d'être celle que le général de Gaulle lui-même portait, une France ambitieuse, audacieuse, ouverte au monde, capable de lutter dans le monde, créant de grands programmes, le Concorde, lançant de grandes aventures, redonnant la puissance nucléaire à la France.
Ça, c'était une France qui n'avait pas peur. C'est pas la France qui se recroqueville, c'est pas la France qui imite Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon. Et là, vous sentez de l'audace chez Emmanuel Macron? Oui, il y a de l'audace, mais il y a un danger. Je vais vous donner un point d'actualité. Aujourd'hui, il dit qu'il va supprimer ce qu'on appelle l'exit tax. C'est-à-dire le fait qu'un entrepreneur français qui quitte la France doit payer une taxe pour le faire. Je pense qu'il a raison, au moins philosophiquement. La seule chose qu'on n'ait pas essayé en France depuis 40 ans, c'est de tout mettre sur l'entreprise. Parce que plus on met sur l'entreprise, plus on a du chance d'avoir des employés et moins de chômeurs. En même temps, vous savez qu'on va lui dire qu'il ne favorise que les riches. Je connais pas, j'y viens tout de suite, je connais pas de meilleur moyen de trouver un travail pour un chômeur que d'avoir une entreprise qui l'embauche. Et donc, on doit miser sur l'entreprise. Et on lui fait ensuite le procès, vous avez raison, comme on faisait le procès à Johnny Hallyday, de partir à Abstatt, et à l'époque, on disait, c'est pas bien de pas payer ses impôts. Quand il était en France, même s'il avait payé un peu moins d'impôts, c'est pas nous qui les payons, c'était lui qui les payait. Quand il est parti, on débattait de savoir si c'était bien ou si c'était mal, mais c'est nous qui payons ses impôts. J'en ai marre de ces faux débats. Ce que j'essaye d'expliquer par là, c'est de dire que, oui, misons sur l'entreprise, mais nous devons être nombreux. Et ça sert à ça, l'UDI, le centre et la droite de progrès. Rappelons à Emmanuel Macron que pour qu'un premier de cordée ait une légitimité, il faut qu'il serve toute la cordée et que le dernier doit être aspiré par le premier. Pour l'instant, on voit bien comment on mise sur le premier de cordée, mais on a besoin de justice. On a besoin de justice pour que le dernier de cordée en profite.